Je vais donc vous parler des cathéters périnerveux à domicile en chirurgie orthopédique. Historiquement, nous avons commencé il y a maintenant presque 10 ans avec une grande satisfaction. Et nos patients ne se comptent plus maintenant en centaines, mais on a dépassé les milliers. Et en particulier grâce à notre collaboration avec l'HAD, pour une technique dont les résultats sont unanimement appréciés par les patients d'abord, mais aussi par les chirurgiens orthopédistes. Donc les cathéters périnerveux, donc pourquoi c'est quelque chose que nous avons retenu, que nous avons mis en place sur une grande échelle, c'est parce que il y a deux sortes de douleurs en orthopédie en général. Il y a ce qu'on appelle la douleur au repos et la douleur dynamique. La douleur au repos, c'est celle qui se calme quand vous arrêtez de bouger et qui peut être calmée par des antalgiques classiques. Vous connaissez tous les paliers 1, palier 2, palier 3. La douleur dynamique, elle, c'est celle qui survient quand on mobilise la région opérée. Par exemple, en chirurgie abdominale, ça va être la respiration à fond. Et en chirurgie orthopédique, c'est la mobilisation de l'articulation opérée. Et le challenge en orthopédie, c'est que cette douleur dynamique soit maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'en orthopédie, ni les héros ni les victimes ne sont récompensés. Les héros, c'est ceux qui luttent contre la douleur, bien qu'ils aient très mal. Ils vont mémoriser la douleur, on verra par quel biais tout à l'heure, faire des douleurs chroniques ou des douleurs neuropathiques. Et les victimes, ceux qui décident de ne pas bouger du tout pour ne pas mobiliser la région opérée, ils vont s'en raidir. Donc tout le monde est perdant, et les héros et les victimes. Voilà pourquoi nous avons un petit peu un paradoxe à respecter, ou plutôt à solutionner, c'est que les gens puissent bouger et ne pas avoir mal dans des limites, évidemment, qui ne sont pas extraordinaires, mais qui permettent une EVA inférieure à 3, ce qui permet une mobilisation sans avoir de mauvais souvenirs, sans avoir de risque de douleur neuropathique. De plus, cette mobilisation doit être la plus précoce possible. Et alors là, il y a très très peu de méthodes qui permettent d'avoir à la fois un patient bien réveillé, bien mobile et coopérant en dehors du cathétérisme périnerveux. Alors, le produit qu'on emploie n'est pas de la morphine. Première chose, parce que souvent vos patients, ils ne vont pas oser administrer ce produit-là, mettre des bolus dans la pompe en disant « Oh là là, c'est fort, c'est de la morphine, je vais te droguer ». Première chose, ce n'est pas de la morphine, c'est un anesthésique local. Donc, pas de nausée, pas de dysphorie, pas d'addiction. Et on peut l'associer, bien sûr, à des analgésiques systémiques, y compris des opiacés. Bien sûr, s'il y a besoin, on peut prendre une morphine si ça ne marche pas. Alors, pourquoi un cathéter périnerveux? Alors, ça, ce sont des publications qui sont déjà anciennes, mais qui étaient très parlantes. Alors, vous voyez sur la courbe, là, la flèche de gauche vous montre l'échelle visuelle analogique, la cotation de douleur. Et en absolu, vous avez le délai après l'opération, une journée, 2 jours, 3 jours. Et vous voyez qu'en vert, c'est quand il y a un cathéter, et qu'en rouge, c'est quand classiquement, on a simplement des opiacés. Et vous voyez très nettement l'échelle visuelle analogique moyenne est très inférieure avec le cathéter vis-à-vis de l'opiacé. Et en plus, là, on ne sépare pas le dynamique du repos, ce sera encore plus confondant s'il y avait la douleur dynamique. Alors ça, c'est encore autre chose de parlant. Là, vous voyez, la flèche de gauche vous montre l'expérience maximale de douleur que ressent un patient pendant les 2 jours post-opératoires. Et là, vous voyez que ça peut monter, même sous opiacé, à plus de 6, et ça peut même aller à 8. Alors qu'avec un cathéter, vous voyez qu'en bas, on limite bien ces acmés douloureux. Alors, donc, je vous ai parlé de ce risque de douleur neuropathique. Alors là, je vais vous demander un petit peu de concentration sur ces jolis dessins qui symbolisent le cheminement de la sensibilité de la douleur au niveau du système nerveux. Donc, vous voyez qu'il y a 4 planches contiguës, A, B, C, D. Alors, en A, vous voyez qu'il y a 2 neurones avec leur petite terminaison. Je vais vous les montrer avec la petite flèche, là et là. Le petit corpuscule nerveux, le noyau ici, et l'entrée dans la moelle épinière, dans
avec ce qu'on appelle la porte, le neurone porte, qui est un neurone qui va trier les informations à l'entrée dans la moelle épinière, et après, tout ça va aller vers le cerveau. Donc, les petits spikes, là, les petites pointes, vous montrent l'intensité de la stimulation ou de la réception. Donc, vous voyez là une stimulation à 4, qui est transmise à 4, qui est filtrée et qui arrive à 4 dans le cerveau. En B, je fais une stimulation. Alors ça, en A, c'est ce qui se passe au repos. Hein, en B, le bistouri. Donc vous voyez que là, on stimule très fort le neurone d'entrer dans la moelle. On voit aussi d'ailleurs que la terminaison de ce neurone-là, qui est un neurone qui normalement n'apporte pas de sensibilité, puisque c'est un gros neurone avec de la gaine de myéline autour, est un peu sensibilisé. Et normalement, la sensibilité qu'on appelle épicritique, c'est celle des neurones très très fins, ce sont ceux-là, qui amènent la sensibilité dans la moelle. Et le cerveau enregistre évidemment que ça fait plus mal d'ici, il y a 5 pointes, là il y en a 4. Et alors quand on laisse évoluer une douleur très forte, eh bien on va sensibiliser le système nerveux. Et qu'est-ce qui se passe? Là d'abord, les terminaisons nerveuses qui enregistrent normalement la pointe du bistouri, là elles enregistrent vraiment n'importe quoi, une lame de rasoir, du feu, du froid, des douleurs en éclair, qu'on connaisse tous, c'est ce qu'on appelle des douleurs qui sont de qualité très particulière, difficiles à localiser, on appelle ça des allodynies en particulier. Et vous voyez qu'en plus, même pour une faible stimulation, le neurone d'entrée dans la moelle est très stimulé. Et alors, dans le cerveau, là, c'est l'horreur, on enregistre très très fort. Et pire encore, les cellules qui normalement n'apportent pas grand-chose comme sensibilité, vous voyez, il y a une plume avec pas grand-chose, et bien c'est tellement perturbé au niveau de la réception que le cerveau, pour lui, tout ça c'est pareil, et ça enregistre une sensation très douloureuse. Et voilà ce qui se passe quand il y a une douleur neuropathique. Alors d'une part, même avec peu d'intensité, c'est enregistré comme étant très très fort. Au niveau expérience et nature de sensation, c'est du n'importe quoi et pas agréable du tout. Et en plus, il y a, même à distance, si on frotte un peu à distance, eh bien, ça fait comme si ça faisait très mal. On a tous connu des patients qui ont des douleurs neuropathiques. Et ça, c'est vraiment facilité par le fait qu'une stimulation douloureuse, forte, prolongée, pas bien calmée. Et en D, vous avez ce qui se passe quand on va faire une anesthésie locale ou un bloc périnerveux. Donc là, vous voyez, la petite seringue nous montre ce qui se passe quand on met un anesthésique local sur le trajet nerveux, c'est qu'en fait, l'anesthésique local bloque la transmission neuronale, et donc, en fait, rien n'est enregistré, et dans le cerveau, c'est plat. Madame 19, vous aviez une question? Ah non, non, j'ai appuyé sur rien. D'accord, je voyais la petite main qui est élevée. Merci. Ah, désolée. Alors, il était certain que la mise en route de ces cathéters, ce n'était pas fait par hasard. Il y a eu beaucoup d'équipes, en particulier à Montpellier, qui ont fait des études là-dessus, et c'est déjà ancien. Mais il y a une chose qu'on a remarqué d'emblée, c'est que faire une anesthésie locale, c'est une chose, mais il faut qu'elle dure. Parce que l'injection unique, ça donne un problème qui est ce qu'on appelle la levée de bloc. On a tous expérimenté quand on va chez le dentiste, par exemple, quand une anesthésie locale se lève, et qu'on n'a pas pris de calmant auparavant, eh bien, ça fait très très mal, et ça fait même encore plus mal. Et ça se comprend parce que d'un seul coup, toutes les stimulations douloureuses arrivent vers le neurone d'entrer dans la moelle qu'on a vu tout à l'heure, et là, c'est l'inondation. Donc on retarde l'échéance, les besoins en morphine ne sont pas diminués, le patient n'est pas satisfait. Donc, et en plus, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la moitié des patients ne prennent pas le traitement prévu tant qu'ils n'ont pas mal. Les antalgiques oraux ne sont pas assez efficaces lorsque des douleurs intenses se manifestent à la levée du bloc. Si on n'a pas été préventif, là, il faut vraiment la grosse cavalerie et ce n'est pas toujours très, très efficace. Donc, voilà pourquoi on a cherché à prolonger par le cathétérisme périnerveux cette durée du bloc de façon à couvrir les 2 ou 3 premiers jours qui sont ceux où la stimulation est la plus forte au niveau des terminaisons, en particulier dans les os et au niveau des aponeuroses. Alors, un autre critère important aussi, c'est la qualité du sommeil post-opératoire. Et comme on est en HAD, les gens sont chez eux. Et on sait très bien aussi que la qualité du sommeil post-opératoire est un bon critère de réussite de l'analgésie. De la même façon, et à l'inverse, quelqu'un qui est réveillé par une douleur de 3 heures du matin, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, pour faire ça, évidemment, à domicile, il faut un gros investissement. Il faut d'abord, à l'hôpital même ou à la clinique, l'hospitalisation connaissent très bien la façon dont ça fonctionne. Il faut que 24 heures sur 24, on puisse appeler. Il faut qu'il y ait des contacts téléphoniques faciles. Il faut évidemment que les patients aient été informés. Il faut qu'on soit attentif à leurs besoins. Il faut qu'en permanence, ils puissent appeler. Donc, une organisation des soins en réseau, vous voyez, entre le prestataire, l'infirmière et le médecin traitant. Et des protocoles, évidemment, et une formation des équipes de ville. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc, l'Agence nationale de sécurité du médicament prévoit évidemment l'administration d'anesthésiques locaux à domicile. Donc, vous voyez, donc, les recommandations sont déjà anciennes, elles ont presque 10 ans. La ropivacaïne peu concentrée, 2 mg par millilitre, débit basal de 10 ml/h et plus maximale de 5 ml. Dose maximale autorisée de 20 mg/h qui est peut-être utilisée dans certaines indications qu'on verra tout à l'heure. Donc, jusqu'à 72 heures, on peut même prolonger un petit peu, on le verra tout à l'heure, dans certaines chirurgies du genou. Et bien sûr, il faut une surveillance quotidienne ou biquotidienne par une infirmière diplômée d'État. Donc, les anesthésistes et chirurgiens contactables en permanence. Le dossier de surveillance, bien sûr, la traçabilité et la formation des infirmières à la surveillance des cathéters. Alors, bien sûr, la surveillance, et je vous la répéterai plusieurs fois, les paramètres communs à tous les blocs périnerveux, l'efficacité analgésique, mais le bloc moteur aussi, qui n'est pas recherché. La surveillance spécifique selon le bloc, on verra ça tout à l'heure de façon analytique. Selon les blocs, il peut y avoir des effets secondaires différents. Et puis, bien sûr, le retrait du cathéter sur prescription médicale. Donc, des paramètres communs, évidemment, à tous les blocs, c'est les constantes hémodynamiques, pouls, tension, température, l'efficacité analgésique, le bloc moteur. Le bloc moteur, c'est quand on ne peut pas bouger. Normalement, on n'en veut pas du tout. Et d'ailleurs, le bloc périnerveux à domicile, c'est sa grande spécificité, c'est qu'il vise l'analgésie, mais pas du tout la paralysie. Et la surveillance des points d'appui de compression, les signes de surdosage, on verra tout à l'heure, mais ça ne doit pas vous inquiéter parce que administrer comme on le fait, il y a très très peu de risques de surdosage. Le site d'insertion du cathéter, évidemment, s'il y a des fuites ou des signes d'infection, et évidemment le bon fonctionnement de la pompe. Alors évidemment, au niveau organisation, les ordonnances d'antalgie doivent être remises en amont dès la consultation de chirurgie d'anesthésie. Il faut qu'il y ait des analgésiques de secours qui soient expliqués aux patients, parce que si jamais il y a une panne ou que ça ne marche pas, il faut que le patient puisse se soulager rapidement. Donc, il n'est pas question de courir à la pharmacie, bien sûr, à 3 heures du matin pour avoir une gélule de morphine. Tout ça, ça doit être fait à l'avance. Et il faut formaliser l'organisation du suivi au lieu de résidence, c'est-à-dire avoir les protocoles dont nous disposons. Alors, auparavant, jusqu'à fin janvier 2021, les infirmières libérales n'avaient pas d'acte qui concerne l'administration de cathéter périnerveux avec du naropène. Depuis, c'est inscrit à la NGAP, donc ça a été une facilitation. En revanche, tout ce qui est organisation, réseau, ça n'a pas bougé. Et donc, ce serait très dangereux de s'occuper d'un cathé comme ça si on n'avait pas derrière soi le réseau et l'appel 24 heures sur 24, l'organisation et la formation qui sont évidemment indispensables à la pratique de ce type d'analgésie post-opératoire. Donc voilà ces nouveaux actes infirmiers qui sont pris en charge depuis le 1er janvier 2021. Et vous voyez, l'élaboration d'un protocole écrit, bien sûr, est indispensable. Et là, du coup, enfin, on a la séance de surveillance de retrait de cathéter périnerveux à domicile. Alors, un des problèmes qu'on avait au départ, c'était les fuites sur les cathéters. Je vous le dis d'emblée parce qu'on a une petite pommade, là, pas une petite pommade, une petite résine époxy qu'on appelle Dermaflex, qui permet, en étant mise au niveau de l'orifice, d'empêcher la fuite, puisque l'aiguille qui sert à mettre le cathéter est de calibre supérieur à celui du cathéter lui-même, et donc, évidemment, ça peut fuir, surtout quand on met de haut débit. Et grâce à ça, c'est étanche au niveau de l'orifice cutané. Une autre partie importante, c'est l'autre extrémité du cathéter, c'est celle qui va être, si je puis dire, raboutée à l'extrémité qui va sur le système d'administration anesthésique locale. Oui, donc c'est un petit système de l'ER, vous le voyez ici. Il est bien évident que c'est une zone fragile et que ça peut fuir en particulier là, ici, là, donc il faut bien regarder ça. Il ne faut pas hésiter à défaire le pansement et resserrer si jamais ça se désadaptait, ce qui est très rare, mais il faut le savoir. Vous voyez aussi qu'il y a un filtre antibactérien pour éviter tout problème. Donc, s'il y a des injections à faire, elles se font par ici, et là, c'est le côté malade ici, donc c'est par ici pour être filtré. Et bien sûr, il faut identifier
ces cathéters pour éviter évidemment toute injection intravasculaire, par exemple. Le produit employé, donc, c'est la ropivacaïne ou naropène, c'est le nom commercial. Alors, autant au bloc opératoire, on emploie des concentrations plus élevées, de 0,5%, 0,75%, autant pour l'analgésie post-opératoire, on met une concentration très faible qui est de grande sécurité et qui, en règle pratique, interdit les surdosages dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, donc, on peut combiner un débit continu avec la possibilité pour le patient de mettre des bolus, c'est-à-dire il a un petit, vous savez, un petit pistolet, quoi, il s'envoie un bolus. Donc, les réglages habituels de base, c'est un débit continu de 3 à 5 ml/h, des bolus de 3 à 5 ml avec des périodes réfractaires de 20 à 40 minutes pour le membre supérieur et de 30 à 60 pour le membre inférieur. Tout ça, c'est prescrit. Il peut y avoir des volumes supérieurs pour le bloc au canal des adducteurs dont nous parlerons tout à l'heure pour la chirurgie du genou, qui est un bloc pas vraiment périnerveux, mais j'allais dire presque périartériel, puisqu'on va inonder toute une région où circulent plusieurs nerfs qui vont dans le genou. Et bien sûr, il faut informer le patient de la possibilité de renforcer préventivement l'analgésie en clair de se faire un bolus avant la mobilisation, la kiné. Alors voilà les pompes avec lesquelles on fonctionne, là, qui s'appellent Rhythmic Evolution. Vous voyez qu'elles sont tout à fait petites, hein, c'est vraiment 200 ou 300 grammes. On peut même d'ailleurs les mettre en réseau. Hein. Maintenant, on a commencé, et ça va sûrement être l'avenir, de les équiper à côté en fait, c'est l'équivalent d'une puce, en fait, et on peut même les régler à distance avec des smartphones. Pour l'instant, on est resté au réglage manuel, mais ça va certainement venir, vous le connaîtrez certainement. Alors, évidemment que ce bénéfice de ce cathéter est largement démontré, mais évidemment aussi, il faut savoir conduire ce type d'analgésie pour qu'il n'y ait pas de complications et que le patient ait le plein bénéfice. Donc, les paramètres de base, je vous l'ai dit, fréquence cardiaque, tension artérielle, conscience, fréquence respiratoire, température. La douleur résiduelle avec l'échelle visuelle analgésique au repos et lors de la mobilisation, donc est-ce que c'est efficace ou pas. Le bloc moteur, donc ça, c'est une indication d'arrêt de l'administration d'anesthésiques locaux, puisque le patient doit bouger. Hein, puisqu'on travaille à faible concentration, à faible volume, le but, c'est d'enlever la douleur, mais de garder la motricité. Vous savez que c'est tout à fait facile de séparer les deux, puisque quand on installe un bloc par anesthésie locale, il y a d'abord un bloc sympathique, ensuite un bloc sensitif et ensuite un bloc moteur quand on est vraiment au maximum de blocage. Et après, le retour, ce sera dans l'autre sens. C'est d'abord le bloc moteur qui va se lever, après le bloc sensitif et en dernier, le bloc sympathique. Le bloc sympathique, c'est lui qui se manifeste par exemple par une vasodilatation veineuse ou par une rougeur de la peau. Alors, bien sûr, il faut surveiller le membre opéré, puisque c'est un peu comme un fakir, hein, il ne sent plus grand-chose. Donc, les points de compression doivent être visualisés, de sorte qu'il n'y ait pas de début d'escarre, de problème de coloration. Et puis, évidemment, voir le point d'insertion du cathéter pour voir s'il n'y a pas de sang ou d'écoulement ou de vilaine couleur. Le cathéter est identifié, je vous ai montré nos petites étiquettes tout à l'heure, et bien sûr, asepsie lors de toute manipulation. Alors, le débit de la pompe, évidemment, donc c'est très facile avec les pompes qu'on a maintenant, ça vous annonce très facilement combien il y a eu de bolus, combien il y a eu de produits administrés. Hein, il ne faut pas hésiter, évidemment, aussi à changer la poche, vous avez des prescriptions pour ça quand elle est vide. Les tests d'aspiration, alors ça, c'est ce qu'on demande si jamais il y a un changement de seringue ou une injection manuelle, donc il est rare que vous ayez fait des injections manuelles. C'est plutôt à la clinique que ça se passe, là on demande de faire des aspirations pour être sûr qu'il n'y ait pas de reflux. Mais pour vous qui avez simplement changé la poche, vous pouvez éventuellement aspirer au niveau du filtre pour voir s'il n'y a pas de reflux sanguin, mais ce n'est pas indispensable. Et comme je vous dis, en plus, c'est très, très sûr. Hein. Alors, les anesthésiques locaux donc, ont une toxicité évidemment générale, mais elle est liée à la concentration plasmatique. Et donc, comme je vous dis, avec les bolus qu'on a, les débits qu'on a, la concentration qu'on a, pour avoir une concentration plasmatique élevée au point de donner des accidents de surdosage dangereux, il faudrait vraiment avoir des niveaux que vous n'avez pas dans le domicile. On peut voir, nous, on l'a vu parfois en salle de pré-anesthésie, quand on met en route ces bolus-là ou ces blocs-là avec de forts volumes, de fortes concentrations, et il est arrivé que ça aille en intraveineux de façon impromptue, et là, du coup, on peut avoir des problèmes dont on parlera tout à l'heure. Ça peut arriver jusqu'à 1 heure après l'injection, donc on est très très loin de vous qui allez récolter les patients au maximum ou au minimum 6 heures après qu'on ait installé le bloc. Et donc, les signes qu'il faut connaître quand même dès qu'on a des anesthésiques locaux, c'est la paresthésie bucco-linguale, donc de drôles de sensations dans la langue,
La logorée, on parle beaucoup, on ne parle pas bien, mal de tête. Le goût métallique dans la bouche, c'est un très bon signe. Les bourdonnements d'oreilles aussi, c'est un bon signe. La vision double ou des tremblements. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parlera tout à l'heure, qui peut être une chute de la paupière ou un léger enrouement qui, là, ne sont pas des signes de surdosage du tout et sont liés au bloc de l'épaule, au bloc interscalénique dont on parlera tout à l'heure. Alors donc, quand les choses s'aggravent et qu'on augmente la concentration, il y a des convulsions, des troubles de conscience, et puis finalement, il y a quasiment des arrêts cardiaques, des arrêts respiratoires, mais tout ça, je vous dis, c'est parce que c'est pour votre culture, mais ce n'est pas une chose à laquelle vous êtes exposé à domicile. Alors, comment on soigne ça quand ça arrive? Eh bien, évidemment, on interrompt l'administration des cycles locaux, on donne de l'oxygène, on donne un anticonvulsivant, une benzodiazépine, et l'antidote de ça, c'est l'intralipide. C'est l'intralipide qu'on donne, pour certains s'en souviennent peut-être, pour la nutrition parentérale. Et on a toujours ça, nous, en salle de pré-anesthésie, au cas où. Dieu merci, on n'a jamais eu à s'en servir. Et puis, réanimation de tout arrêt cardiaque, évidemment. Mais je vous le dis, vous ne verrez pas ça à domicile. Alors ça, par contre, ça, c'est plus intéressant pour le domicile, c'est évidemment les traumatismes liés au bloc non levé. Et ce sont les chutes, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'on veut pas, on lutte le plus possible contre la survenue du bloc moteur. Et puis aussi, on fait atteindre donc les attelles, la prévention des blessures, puisque si le patient, par exemple, se brûle, il ne le sentira pas. Le risque infectieux, donc on en a toujours peur, puisqu'on est un cathéter. En fait, la contamination quasi constante, mais l'infection est rarissime. Les seules fois où on a vu ça dans nos expériences, qui est très nombreuses à Jules-Verne, c'est à l'époque où on mettait des blocs fémoraux, c'est-à-dire au niveau du creux inguinal, une région quand même très, très contaminée de façon naturelle. On avait de temps en temps, au bout de 2 jours, des points rouges. On a dû voir une fois un point de pus, mais c'était exceptionnel. Mais maintenant, on emploie pratiquement plus du tout cette localisation-là. Et je dois dire qu'on a parfois un point rouge au bout de 3 jours, mais c'est le maximum. Il faut toujours le noter quand même. Donc, je vous redis encore une fois ce que vous surveillez quand vous avez un cathéter périnerveux. Les paramètres vitaux de base, la douleur résiduelle, le bloc moteur, le point d'insertion, les points de compression ou d'appui, le débit de pompe avec sa déclinaison, le nombre de demandes, et puis le test d'aspiration, je vous dis, pour lequel il ne faut pas vous obséder, ça, c'est pas très grave. Alors, bien sûr, il faut donner une analgésie systémique associée. Le patient est muni de son ordonnance, donc évidemment, comme toujours, le paracétamol, l'anti-inflammatoire sauf contre-indication, et puis l'analgésique de recours là, en cas de douleur modérée, le néfopan, et en cas de douleur intense, l'actisquédant. Vos patients sont toujours munis d'une ordonnance de morphine, ils ont 4 gélules, au cas où, par exemple, un bloc se lève. Parce que s'il y a un bloc qui marche bien, c'est bien évident qu'il n'y a pas besoin de prendre ça. Mais si jamais ça se lève la nuit, c'est quand même la meilleure défense. Alors, autrement, il peut y avoir aussi le problème qu'on appelle de mosaïque, hein, c'est-à-dire que toute la partie opérée n'est pas endormie. On en reparlera tout à l'heure, c'est un peu propre à la chirurgie du genou, hein, où le bloc au canal des adducteurs qu'on emploie n'est pas une technique qui couvre toute l'innervation du genou et chez tout le monde, puisqu'il y a de grandes variations anatomiques. Et en particulier, dans la chirurgie du genou, il peut persister une douleur postérieure dans le territoire sciatique chez environ 1/4 ou plus des patients. Et dans ces cas-là, on donne une analgésie systémique. Et vous verrez que dans ces cas-là, le bloc du canal des adducteurs, qu'on verra tout à l'heure, endort très très bien l'intérieur de la cuisse, mais moins bien le devant et l'arrière. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, alors, la gestion des échecs, c'est toujours important. Alors, c'est très simple. Je ne vous aurais pas dit la même chose au début où on en faisait. Ce n'est pas la peine de s'obséder avec les débits et les bolus. Hein. Et pour les blocs de l'épaule interscalénique et de cheville et de pied sciatique poplité, c'est la loi du tout ou rien. Hein, soit le bloc fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Et donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut se poser la question du cathéter qui s'est déplacé, qui s'est arraché ou qui n'est pas en place. Alors souvent, quand ça arrive les toutes premières heures, c'est parce qu'il y a eu un bolus important au départ, enfin une injection de départ faite en salle de pré-anesthésie, et elle arrête de faire effet au bout de 6 ou 7 heures. Et après, normalement, il y a le relais du cathéter. Si le cathéter n'est pas en place, les gens se remettent à avoir mal très tôt. Ça veut dire que le cathéter était mal placé d'emblée. Et puis, secondairement, ce qui peut arriver aussi, c'est en particulier pour l'épaule, c'est que les gens aient bougé, il y a une traction sur l'épaule. J'ai vu ça malheureusement parfois avec des déclinaisons un peu vigoureuses. Et là, le cathé n'est plus en place et les gens commencent à avoir mal. Alors ça, si ça arrive dans les 48 premières heures, il faut reposer le cathé si les patients ont très mal. Et nous, au bout du fil, de toute façon, c'est ce qu'on vous dira, même à 3 heures du matin, l'infirmière de nuit dira. Vous donnez une morphine et puis le lendemain, il y a toujours un anesthésiste qui est là pour reposer le cathé. Donc, pas la peine dans ces blocs-là de faire varier les débits ou les bolus. Si 1 ou 2 bolus n'ont pas suffi, c'est que ça ne marche pas.
Donc, on donne une morphine et puis on programme un autre cathéter. Par contre, pour les genoux, le canal des adducteurs, la situation est plus nuancée, on en reparlera tout à l'heure. Alors, les complications, alors les neuropathies périphériques, ça c'était la terreur au départ on en faisait parce que les gens pas expérimentés disent « Ouh là là, on va percer un nerf, il va y avoir plein d'accidents ». En fait, il y a souvent des paresthésies lors de l'injection. Il peut arriver à braquer pour l'épaule que quand les gens se font un bolus, ils ressentent une paresthésie, une drôle de sensation, des fourmis, soit sur le pouce, soit sur l'index, que ça correspond en fait aux racines, soit dans le petit doigt, ça dépend la racine qui est la plus proche de l'extrémité du caté. Donc, si ce sera C5, C6, C6, C7 ou C7, C8, donc ça sera plutôt vers le pouce, vers le troisième doigt, vers le petit doigt. C'est pas grave du tout, ça veut dire simplement qu'on est où il faut. Par contre, le déficit moteur est sensitif qui dure longtemps. Alors, il peut y avoir un bloc moteur quand il y a eu une injection unique lourde pour faire la chirurgie au départ. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Et dans ces cas-là, on arrête le débit jusqu'à ce que la motricité revienne. Autrement, normalement, au bout de 3 ou 4 heures après l'arrêt de la pompe, maximum 6 heures, tout revient. Et au grand maximum 24 heures. Alors, il y a des terrains fragiles comme le diabète, l'artériosclérose ou l'éthylisme, mais dans ces cas-là, en effet, ça peut prolonger des blocs, on est très prudent. Mais je dois dire que les blessures sont liées à deux choses. C'était la technique de pose qu'autrefois on ne faisait pas sous échographie, donc on a des méthodes très primitives pour opérer le nerf. Maintenant, sous échographie, on voit très bien les vaisseaux, les nerfs, donc on sait très bien s'arrêter en périphérie du nerf. Et deuxièmement, c'est la concentration. On sait très bien que les fortes concentrations d'anesthésiques locaux sont neurotoxiques, les myotoxiques, et on ne les emploie pas. C'est tout le problème aussi des gens qui veulent faire de l'anesthésie loco-régionale en faisant ce qu'on appelle un single shot, une injection unique. C'est qu'automatiquement, ils se disent qu'ils vont mettre une grosse dose d'anesthésie très concentrée. Donc, deux problèmes. Le premier, c'est que c'est toxique. Et le deuxième, ça donne des blocs moteurs prolongés qui sont très inconfortables pour le patient. Et ça ne va pas plus longtemps pour autant. On ne peut jamais faire 48 heures d'analgésie avec une injection unique. Alors, maintenant, on va voir de façon analytique les principaux blocs qui sont employés pour le cathétérisme à domicile. Donc, trois principalement. Interscalénique, c'est au niveau du plexus brachial. Au canal des adducteurs, c'est à demi-cuisse là, pour la chirurgie du genou. Et le bloc sciatique poplité, qui est celui qu'on fait au niveau du gros poplité, et en particulier pour la chirurgie de la cheville et des orteils. Donc pour la chirurgie de l'épaule, donc vraiment, ça a été pour nous la première révolution, ça a été notre bloc princeps, parce que moi j'ai connu l'époque, où vous avez peut-être connu ça aussi, où les gens opéraient de l'épaule. Sans cette technique-là, ils mangeaient de la morphine pendant 3 semaines. C'était affreux, surtout les 2 ou 3 premiers jours. Et on ne pouvait pas les toucher, les kinés ne pouvaient pas les approcher. Et il y a eu les cathéters périnerveux, et ça a été vraiment un changement radical. Alors là, c'est une revue, j'ai trouvé, qui est déjà ancienne, mais qui a été, vous voyez, ça a commencé en 2003 déjà, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. En 2010, alors, on a confirmé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plein de chirurgies d'épaule, en particulier les plus agressives, où le bénéfice était flagrant pour la chirurgie du membre supérieur. Prothèse d'épaule, rupture de coiffe, butée d'épaule, bancarte, acromioplastie, enfin tout ce qu'on fait pour l'épaule à la clinique Jules Verne. Et bien sûr aussi, il y a d'autres blocs pour la chirurgie en particulier de la main ou du poignet ou du coude, mais pour celle-là, on fera faire plutôt des blocs plus bas situés, en particulier au niveau infraclaviculaire ou au niveau même tronculaire, mais ça c'est un peu plus spécial et vous n'en aurez pas souvent à voir, mais c'est la même surveillance. On continue. Alors voilà donc, vous voyez le plexus brachial ici. On voit très très bien que comme tous les nerfs, ça sort de la colonne vertébrale, les racines nerveuses. Et puis ici où est la flèche verte, c'est l'endroit où on va agir pour mettre l'anesthésique locale. Donc vous voyez que ces racines nerveuses vont se regrouper et se reséparer plusieurs fois de suite. C'est ce qu'on appelle le plexus brachial pour faire des troncs primaires et ensuite des nerfs. Donc les principaux sont le nerf radial, le nerf ulnaire ou cubital, le nerf médian, et puis ici l'accessoire du brachial cutané interne. Alors voilà, ce qu'on voit à l'échographie, ce que vous voyez ici, donc ici c'est la surface du cou est ici, là vous devinez l'aiguille ici. Là, il y a un muscle scalène, là, il y a un deuxième muscle scalène. Si on allait par ici, on verrait la carotide et la veine jugulaire. Et vous voyez là, voilà, on les voit, les racines nerveuses ici, là, ces petits ronds, là, ces espèces de petites galettes. Et donc, en général, il y a C5, C6, C7, et on va se mettre entre C5 et C6 la plupart du temps. Et donc, toute cette partie-là va être noyée, si je puis dire. Là, vous allez voir le film. Voilà, vous voyez l'aiguille là qui arrive, qui a repéré les racines nerveuses.
Voyez, on se promène là. Et vous allez voir le produit, voilà, le produit noir là, hein, qu'on injecte qui commence à diffuser. Donc, je vous redis interscalénique parce qu'il y a un muscle scalène qui sont comme des hauts bancs qui sont au niveau du cou de chaque côté. Et au-dessus, vous avez le muscle sternocléidomastoïdien. Voilà, vous voyez le produit qui diffuse, là, vous voyez les petites racines là, qui sont bien. Et après, on met le petit cathéter, et voilà. Alors, au bloc opératoire, c'est une chirurgie très particulière parce qu'elle se fait en position assise, donc c'est vraiment un peu assez impressionnant. Donc, nous, on a intérêt à bien fixer ça, non seulement pour vous, pour après, pour que ça ne se décolle pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à reconsolider un pansement qui se décolle, mais aussi pour libérer la place du chirurgien. Vous voyez, on a bien déjà repéré notre nerf. Vous voyez la petite pompe et tout ça. Là, il est bien mis haut pour bien dégager la place pour le chirurgien. Voilà, donc le cathéter en place. Alors donc, les effets secondaires du bloc interscalénique, donc il faut bien séparer, ça c'est assez particulier, les signes de toxicité générale dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont rares dans le domicile, enfin, qui sont même exceptionnels, et les signes de surdosage local, c'est le bloc moteur. Et puis ça, c'est une chose, mais d'un autre côté, il y a les effets anesthésiants sur des nerfs proches du plexus brachial, on est dans le cou, hein, donc il y a beaucoup de nerfs qui passent là et qui peuvent être, si je peux dire, caressés par la flaque d'anesthésique locale qu'on a mis. Et la plupart du temps, ça n'a pas de gravité et souvent, ça doit être respecté parce que ça va être un effet, je vais dire, parallèle. On va continuer. Donc, vous voyez ici, là, dans cette vieille planche d'anatomie, le plexus brachial ici, là, et puis il y a plein d'autres nerfs dont on va parler tout à l'heure, et en particulier un nerf important ici qui est le nerf phrénique, qui dépend de la 4e racine. Alors que je vous rappelle que le bloc interscalénique, c'est C5, C6, C7, voire C8, et que le phrénique, c'est C4, donc on est tout près. Vous savez que le phrénique, c'est le nerf du diaphragme qui gouverne donc le muscle principal de la respiration. Et vous voyez ici le phrénique qui descend jusqu'au coupole diaphragmatique. Donc on comprend très bien que quand on met une belle flaque d'anesthésiant ici, eh bien on peut faire une parésie d'une coupole diaphragmatique, et les gens, quand ils respirent à fond, ils se sentent un petit peu gênés. Hein, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Par contre, si on a mis un bloc un peu trop haut, trop proche de C4, chaque fois qu'ils vont faire un bolus, ils vont avoir cette impression de grande gêne respiratoire. Et là, il faut le savoir. Peut-être, moi, il m'est arrivé même une fois de replacer un cathéter un peu plus bas, parce qu'il avait été mis trop haut, pour enlever cette impression de gêne respiratoire. Mais enfin, la plupart du temps, c'est une petite gêne tout à fait insupportable. Et l'analgésie est bonne au moment du bolus et ça va très bien. Donc, ce bloc, il est constant, il faut pas, parce que vous avez vu comment c'était placé, comment diffuser l'anesthésiant. Par contre, on travaille avec de faibles concentrations, donc l'utilisation de repi à 0,2 atténue cette atteinte. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est chez des grosses insuffisances respiratoires chroniques, où ça peut être entre guillemets la goutte qui fait déborder le vase, mais dans ces cas-là, quand ça arrive, c'est dans les premières heures post-opératoires, et dans ces cas-là, on ne laisserait pas rentrer ces patients-là à domicile, évidemment, on les garderait à la clinique. Comme on les surveille au moins 6 heures, on a largement le temps de voir s'il y a un problème. D'autant plus qu'on a fait un bolus au départ très important. Donc là encore, ça n'ira pas à la maison. Alors la voie modifiée, ça c'est intéressant aussi. Oui, ça ce sont tous les petits nerfs sur cette vieille planche là qui vont anatomiques qui vont vers le larynx. Derrière, il y a des muscles moteurs de l'œsophage. Tout ça pour vous dire que il peut y avoir un petit peu d'enrouement ou quand il y a de la déglutition, une petite gêne. Il faut savoir rassurer les patients, et ce n'est pas parce qu'ils sont surdosés, hein, c'est tout simplement parce que, là encore, la flaque qui endort le plexus brachial déborde un petit peu là-dessus, et ce n'est pas grave. Alors ça, c'est intéressant aussi, le syndrome de Claude Bernard Horner, vous savez qu'il a été décrit au départ chez des gens qui avaient des cancers, avec des localisations qui atteignaient le sommet de la plèvre, et là, il y a le sympathique cervical, et ce sympathique cervical, il gouverne en particulier la paupière supérieure. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un bloc interscalénique? On est dans cette région-là, et donc il peut arriver qu'on bloque la paupière supérieure, et donc les gens se ptosisent. Vous voyez, la dame, là, on voit très bien sa paupière supérieure qui tombe un peu. Il peut y avoir même aussi une moitié du visage un petit peu rouge. C'est quand ça arrive, ça ne faut pas vous inquiéter, ça ne veut pas dire qu'il est en train de mourir d'intoxication nasique locaux, ça veut dire qu'on est où il faut. Il faut simplement prévenir les patients. Il n'y a pas de risque, comme dans les paralysies faciales, que l'œil devienne sec et qu'il fasse des ulcérations de cornée, puisqu'ils peuvent fermer l'oreille, c'est au contraire qu'ils ont du mal à le relever. Il faut les prévenir, les tranquilliser, et d'abord vous tranquilliser vous-même, et ça partira dès que le bloc sera levé. Alors, intravasculaire, donc pour le test d'aspiration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est plutôt des problèmes de salle de pré-anesthésie, hein, mais c'est vrai que par esprit de système, quand on fait une injection directe dans un cathéter périnerveux, une injection
avec une seringue, par exemple, il faut toujours aspirer, mais comme n'importe quel endroit où vous injectez, hein, vous aspirez d'abord pour voir ce qui revient, être sûr qu'il n'y a pas de sang qui revient. Alors, le traumatique qui est au bloc non levé, alors qu'est-ce qui va se passer au membre supérieur? Les risques qu'il y a, évidemment, c'est qu'il y a une attelle coude au corps, et elle peut faire mal, et elle peut frotter, donc il faut regarder, parce qu'il n'y a pas d'alerte douloureuse. En revanche, à l'inverse, je veux vous le dire, c'est pas écrit ici, mais c'est pas grave de détacher une épaule opérée. Hein. Vous savez que la rééducation des épaules précoce est une rééducation passive, c'est-à-dire qu'il faut que l'épaule fasse des mouvements pendulaires. Il n'est pas question que le patient fasse des haltères, mais par contre, que l'épaule bouge rapidement, et c'est ce que permet le bloc, c'est très bon, mais elle bouge de façon passive, et ça, le kiné le sait, et vous devez le savoir aussi. Donc, si le patient, vous êtes obligé de détacher le patient et que son bras tombe le long du corps, ce n'est pas la catastrophe du tout. Hein. On pourrait même le mettre dans un bain avec les épaules qui flottent détachées, il n'y a pas de souci. Hein. Alors maintenant, on va envisager la chirurgie du membre inférieur. Donc, principalement, les genoux et le pied. Alors, pour la chirurgie du genou, donc, ligamentoplastie et prothèse, ce sont les deux interventions qu'on fait. Alors, pour l'instant, il n'y a que les ligamentaux en HAD, mais il va y avoir bientôt les prothèses aussi. Alors, l'innervation du genou, c'est un petit peu complexe parce qu'il y a trois nerfs principaux, hein, trois contingents. Le contingent fémoral, là, qui est en violet sur ce schéma, le contingent sciatique, là, qui est dans les orangés, et les jaunes, et le contingent obturateur, qui est dans les roses. Vous voyez, tout ça, ça fait du monde pour le genou. Alors là, c'est vu de devant, et là, c'est vu de derrière. Alors, au passage, vous voyez ici la rotule, et ici, ce qu'on appelle les condyles fémoraux, et le plateau tibial ici. Alors, vous voyez donc que tous ces nerfs là-dedans ont des territoires différents. Le nerf saphène, donc c'est un terme du territoire fémoral qui va plutôt aller, vous voyez, sur la rotule, vous voyez, et sur le côté interne. Et puis le nerf sciatique qui va avoir plusieurs branches, le fibulaire commun et le tibial, qui vont plutôt gouverner la partie postérieure et externe. Et il arrive, mais ça c'est complètement inconscient selon les patients, qu'il y ait des anastomoses entre les deux territoires. On continue. Alors, vous voyez que quand on voit, là, vous voyez le territoire cutané, osseux et musculaire. Donc, en bleu, le territoire du nerf fémoral, et puis ici, vous voyez, en rouge, le territoire du nerf sciatique. Voilà. Et puis, en vert, c'était le péroné latéral, qui est une branche du sciatique aussi. Alors, le territoire osseux, donc, vous voyez, ça, c'est le territoire du nerf fémoral. Donc, vous voyez pas mal ici, là, mais pas complètement. Le muscle quadriceps, et puis autrement toute la peau qui peut aller jusqu'au gros orteil. Alors le problème qu'on a, c'est que le nerf saphène, c'est une branche du fémoral qui va un peu plus bas. C'est à peu près le même territoire osseux et cutané, mais par rapport à la diapo précédente, vous voyez, eh bien, c'est qu'on n'endort plus le quadriceps, donc ça permet la rééducation. Parce que si vous endormez comme on faisait autrefois un bloc fémoral, le quadriceps est paralysé et les gens ils se cassent la figure. Alors que quand on endort un peu plus bas, eh bien, ils gardent leur force musculaire. Alors, le sciatique, là vous voyez là, ce qui se passe, là, c'est plutôt d'un territoire postérieur, vous voyez ici. Alors, le canal des adducteurs, donc ça se fait sur une branche, on repère le nerf saphène à mi-cuisse, donc une branche du nerf fémoral, sous échographie, ça se fait à peu près à mi-cuisse, et vous voyez donc le nerf, quand on voit une coupe transversale de la cuisse, on voit l'artère fémorale, la veine et le nerf, c'est notre repère. Et ce nerf saphène, il chemine dans ce qu'on appelle le canal des adducteurs, qui est en fait une structure anatomique dont le plafond, c'est le muscle couturier ou sartorius que vous avez ici. Et de chaque côté, il y a le vaste médial côté externe, qui est une branche du quadriceps, et de l'autre côté, il y a le grand adducteur. Et donc, ça fait comme une espèce de canal qui descend jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on appelle le foramen de Hunter. Et après, on rentre dans la zone poplitée, où il y a du coup le territoire sciatique. Donc on va à peu près viser ici, donc vous voyez, donc l'artère veine, et on va donc, non seulement on va endormir le nerf saphène, mais en fait on va essayer d'envoyer une grosse quantité, pour que l'effet volumique est important, autour de l'artère, en essayant d'avoir le plus possible de petites branches de nerfs, en particulier ce qu'on appelle les nerfs géniculés, nerfs du genou, pour essayer d'endormir le plus de territoire possible du genou. Alors en voilà un qui est posé, là vous voyez, donc là, ici vous avez l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, et vous voyez donc la pénétration du cathéter ici, le pansement qu'on met bien vers le haut, parce qu'il faut que le chirurgien puisse opérer ici. Donc, on maintient la force du quadriceps, c'est ça l'avantage. Alors, bon, ça, ce sont quelques publications pour montrer que, évidemment, ça marche mieux
quand on met un bloc des adducteurs par rapport à de la morphine simple. Ça, vous voyez, total knee arthroplastie, c'est la prothèse totale de genou. Donc, vous voyez, il y avait quand même 25% de non-répondeurs à cause du territoire sciatique. Alors, pour ce territoire sciatique, au départ, les chirurgiens font des infiltrations. Excusez-moi, la diapo est un peu gore, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, le chirurgien avec sa grosse seringue et sa grosse aiguille, il infiltre tout ça tant qu'il peut. On appelle ça une infiltration de l'anesthésique locaux, un train articulaire. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un peu à l'aveugle, l'aiguille est énorme et que les produits que mettent les chirurgiens, souvent, c'est des mélanges un petit peu incontrôlés. Et nous, on n'aime pas ça du tout. Parce que le risque en particulier, c'est de blesser des structures nerveuses. Et puis, en fait, ça a beau être un gros volume, eh bien, il ne durera pas plus que quelques heures. Alors, mais déjà, c'était encore mieux quand on a vu d'abord adducteur simple, après l'anesthésie locale en infiltration, c'était quand même encore mieux. Et alors, nous, les anesthésistes ont dit, bon, les chirurgiens, vous arrêtez, c'est nous qui faisons l'infiltration sous échographie. Et alors là, donc, ce qu'on fait après avoir fait le bloc au canal des adducteurs, on infiltre derrière, sous échographie, derrière le fémur, vous voyez, là, ça c'est la rotule, les condyles, et on infiltre près de l'artère poplitée, là, sous échographie, une grosse quantité d'anesthésie locale dans cette région-là qui permet de couvrir largement 12 à 18 heures. Voilà, et ça c'est sous échographie. Vous voyez, on met l'aiguille là, et puis on voit très très bien le fémur, ici, donc ça c'est le côté du fémur, et on est derrière, là, et là vous voyez là, les VS sous poplité. Et toute cette région-là, on va l'infiltrer avec notre aiguille. Voilà. Et ça, cette association-là, c'est ce qu'on fait de mieux. Mais je vais vous dire que le Graal, on ne l'a pas encore pour le genou, tout simplement parce que toutes les répartitions anatomiques existent au niveau de ces territoires qu'on a vus et qu'il peut y avoir des gens qui vont avoir mal derrière le genou, c'est ça mon message, pendant 24 heures, 1 ou 2 nuits. Et cela, il faudra leur donner de la morphine parce que si le bloc au canal des adducteurs semble bien fonctionner à l'intérieur, vous avez une bonne paresthésie à l'intérieur, mais derrière ça fait toujours mal, il y aura guère d'espoir de faire mieux. Et c'est pour ça aussi que les bolus et les débits sont plus importants au genou, parce que non seulement on veut bloquer le nerf saphène, mais on va aller plus loin, on veut noyer ce canal des adducteurs pour essayer d'avoir d'autres nerfs plus loin. Mais avec ça quand même, chez 2 gros tiers des patients, on arrive à avoir quelque chose de très très bien pendant les premiers jours. Et en général, on laisse le bloc au canal des adducteurs pendant 3 ou 4 jours parce qu'on a une bonne rééducation avec un quadriceps non bloqué, donc on arrive à avoir de bons résultats dynamiques. Maintenant, le pied. Donc là, c'est le nerf sciatique. Alors, toujours le même schéma. Vous voyez, donc, vu de deux. Alors là, on n'a que du territoire. On a cette petite bande qui dépend du nerf fémoral qui va jusque-là et parfois jusque-là, mais tout le reste, c'est du territoire du sciatique. Le vert, le rouge, tout ça. Donc là, c'est une branche du sciatique qui s'appelle donc le nerf fibulaire commun et le nerf tibial pour celle-là. Donc vous voyez là que quand on vise le sciatique ici, comme on va voir tout à l'heure, on est bon, sauf parfois une petite douleur à l'intérieur, pour ceux qui ont une précision anatomique là, à l'intérieur du gros orteil. Dans ces cas-là, on fait un petit bloc de la branche du nerf saphène et ça marche très bien. Le nerf sciatique, c'est le plus gros de l'organisme. Vous voyez, il a une forme différente. Si vous le prenez à la fesse, il est très ovalaire, il est très gros. Et puis après, il va être de plus en plus rond. Et au niveau poplité, mais c'est le plus gros nerf de l'organisme en calibre. Alors, vous voyez, donc on va l'aborder ici, là, au niveau du chromopoplité, là où il se divise donc en nerf tibial et nerf fibulaire commun. Alors, est toujours pareil sous échographie. Et vous voyez, donc, on repère donc, le nerf et on va mettre le produit, le cathéter. Voilà. Et voilà, donc vous voyez donc l'aiguille, la coupe axiale, et le voilà de nerf, cet aspect typique en nid d'abeille. Voilà, quand on le met, vous voyez quand même que ce n'est pas n'importe quoi, on est masqué évidemment, ganté, asepsie, ça rigole pas, c'est un cathéter, on ne met pas ça n'importe comment, et on prend anesthésie avec la surveillance monitorée. Le pansement important, vous avez vu une image tout à l'heure. Et évidemment qu'avec ça, on arrive à avoir une très bonne qualité d'analgésie, bien mieux que les opiacés, avec bien moins d'effets secondaires. Donc, meilleure qualité de sommeil, meilleure aptitude de la rue, meilleure facilitation de kiné que veut le peuple. Donc, les bénéfices sont vraiment importants. Alors, au début, on faisait ça en hospitalisation. On se rend compte qu'après, en fait, ça marchait tellement bien que pourquoi pas le faire à domicile avec une bonne surveillance infirmière. C'est pour ça que nous sommes là tous ensemble. Alors, bien sûr, il y a des analgésiques de recours pour lesquels, quand même, je vais vous faire une petite revue là, un petit peu actualisée.
Les anti-inflammatoires, d'abord, il y a deux catégories. Il y a les anti-inflammatoires non sélectifs habituels, comme le kétoprophène, le profénib. Alors, il y a des contre-indications, vous le savez, insuffisance rénale, antécédent d'ulcère digestif ou de diverticules sigmoïdes. Il ne faut surtout pas les associer à l'aspirine si jamais il y a un cardiaque qu'on peut arrêter, par exemple sur des stents. Et puis une posologie dont l'AMM a été récemment précisée, on ne doit pas dépasser 200 mg par 24 heures, quel que soit le poids. Pour qu'on fasse 50 ou 150 kg, il ne faut pas en prendre plus de 200 mg par jour, sauf colique néphrétique, ce n'est pas le cas, on peut aller à 300. Et s'il y a un faible poids, moins de 50 kg, on ne doit pas dépasser 4 mg par 24 heures. Et il arrive qu'il y ait des contre-indications. Et alors, il y a un produit, ce sont les anti-inflammatoires sélectifs, le Celecoxib. Les plus anciens d'entre vous ont dû connaître autrefois la grande mode il y a 20 ans qu'il y avait du Vioxx. Ces produits-là, en fait, ont eu un début de carrière tonitruant et on les a arrêtés subitement parce qu'il y a eu des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus décrits. En fait, c'est parce qu'il y avait un surdosage relatif. Et donc, ça a été complètement interdit. Et maintenant, ils reviennent en grâce quand on se rend compte que d'une part, les anti-inflammatoires classiques ont aussi ce problème-là cardiaque quand ils sont surdosés et que d'autre part, quand on met à des doses raisonnables les coxib, ces anti-inflammatoires, on a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et en particulier, on peut les associer à l'aspirine parce qu'ils ne font pas saigner. Ils font beaucoup moins mal au niveau des muqueuses digestives. On les met quand même associés à l'oméprazole. Et donc, les risques sont diminués. Donc, on peut en mettre à plus de patients. C'est pour ça que vous verrez parfois du célibat sur nos ordonnances au lieu du kétoprophène. Et la morphine, bien sûr, c'est la seule solution rapide et efficace en cas de douleur intense. Je vous rappelle, donc, c'est le seul médicament délivrable à l'unité en France. Vous allez en Angleterre, on peut vous donner n'importe quel médicament, même des antibiotiques, on vous dit il y a tant de gélules, on vous les donne. En France, non, sauf un médicament, c'est la morphine. Donc, nous, on met sur l'ordonnance 4 gélules de 10 mg. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus? Parce qu'on se dit que s'il y a besoin de plus, c'est que vraiment, il y a un gros problème de prise en charge d'analgésie post-opératoire, et en particulier du cathé. Donc, quelques points à retenir. Entre autres, bien sûr, vous allez pouvoir poser des questions. Un cathéter interscalénique ou sciatique-poplité inefficace après 2 bolus n'est probablement pas en place. Donc, il faut prendre un antalgique systémique et envisager une nouvelle pause de cathé jusqu'à J1 le soir. C'est inutile de multiplier les bolus. En revanche, au niveau des adducteurs, comme je vous l'ai dit, là, du coup, on peut tenter 2-3 bolus. Et puis, s'ils sont toujours mal derrière, mais c'est le morphine, on ne fera pas mieux. Par contre, s'il n'y a même pas d'analgésie à l'intérieur du genou, là, ça veut dire quand même que peut-être que le cathéter est mal posé. Vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. La glace, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier. En matière de chirurgie osseuse, elle a un bon effet antalgique. Le bloc moteur doit dans tous les cas avoir disparu à J1 matin, mais bien avant, la plupart des patients que nous allons vous confier n'ont pas de bloc moteur. Les seuls qui en auront un, c'est ceux pour qui la chirurgie a été intégralement faite sous un bloc anesthésique et on n'a pas fait d'anesthésie générale associée. Donc, on a pu mettre un produit très puissant pour permettre la chirurgie et là, celui-ci donne un bloc moteur qui peut durer un peu plus longtemps. Et bien sûr, toujours rassurer et informer. C'est important pour nos patients. Eh bien, je suis à votre disposition s'il y a des mains qui se lèvent. Et s'il y a des choses qui surtout n'ont pas été claires, parce que c'est lourd. Là, c'est une expérience, vous pouvez poser des questions.